Alors, donc je vais vous parler, moi, des poésies latines de Thomas More. C'est bon? Ouais. Ok. Donc Thomas More, comme vous le savez, est essentiellement connu en France pour son Utopie, paru en 1516, et pour son opposition au divorce d'Henri VIII, qui lui valut la peine capitale en 1553, mais aussi la béatification en 1886, puis la canonisation, stade supérieur, en 1935. Pour autant, il a laissé une œuvre importante, aussi bien en anglais qu'en latin, pardon. Et Marie-Claire Philippot, qui est la spécialiste française de cet auteur et qui est la présidente des Amicus Thomas et Maury, a réuni autour d'elle une équipe destinée à publier une traduction française de larges extraits des œuvres de Thomas More dans la collection bouquins, donc traduction française seule. Et c'est dans ce cadre que j'ai été chargée de la traduction des épigrammes latines que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, d'abord, pour commencer, quelques mots très rapides sur Thomas More pour situer le contexte. Donc, il est né en 1478 d'un père homme de loi. Il a fait lui-même des études de droit au cours desquelles il a eu comme professeur John Colley et Erasme, auxquels l'a lié une très forte amitié. Et il est devenu avocat et professeur de droit. Il s'était opposé, on le verra dans un instant, à certaines réformes mises en place par Henri VII. Et donc, quand Henri VIII monte au pouvoir, c'est vraiment pour Thomas More le coup d'envoi de sa carrière, politique en tout cas. Il est d'abord maître des requêtes, puis membre du conseil privé du roi, puis trésorier de la couronne, puis 1529, consécration, il devient chancelier du royaume d'Angleterre. Mais les relations avec le roi se tendent assez vite, dès que celui-ci veut divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. More refuse de signer la lettre demandant au pape l'annulation de ce mariage. Il doit néanmoins accepter de prêter serment déclarant le roi chef suprême de l'Église d'Angleterre. Alors il signe, mais il rajoute de son propre chef la mention donc le roi est le chef suprême de l'Église d'Angleterre, autant que le Christ l'y autorise. En 1532, il prétexte une maladie et il obtient de pouvoir démissionner, mais l'année d'après, il refuse d'assister au couronnement d'Anne Boleyn, ce qui est considéré évidemment comme un camouflet. Et surtout, en 1534, 2 ans plus tard, il refuse de prêter serment à l'acte de succession qui affirme l'autorité du Parlement en matière religieuse. Ce refus est considéré comme un acte de haute trahison. Il est donc enfermé à la Tour de Londres et présenté le 1er juillet 1535 à des juges dont une grande partie font partie de la famille d'Anne Boleyn. Donc le verdict est attendu. Il est condamné à mort pour haute trahison et il est décapité en 1535. Je passe pour aller un peu vite. Donc j'en viens à présent aux épigrammes latines que je suis chargée de traduire. C'est à ma connaissance la première traduction française, en tout cas la première traduction intégrale. Alors on est bien d'accord que ce que je vais vous présenter, c'est un travail en cours. Donc je suis preneuse de toutes les remarques constructives pour améliorer la traduction avant que je l'envoie à la directrice du projet. Ces épigrammes ont été écrites entre 1509 et 1519. Elles ont été publiées une première fois en 1518 avec la 3e édition de l'Utopie chez Froben à Bâle. Et cette édition comprenait donc l'Utopie 3e édition, les épigrammes latines de Thomas More et les épigrammes latines d'Erasme. Et puis elles ont été republiées avec quelques suppressions, quelques ajouts et quelques modifications, seules en 1520, toujours à Bâle chez Froben. Et c'est cette édition de 1520 qui sert de base à ma traduction, c'est celle qui est publiée dans les Complete Works of Thomas More à Yale University Press. Ce recueil de 1520 s'ouvre sur une intéressante épître dédicatoire de Beatus Rhenanus à Willibald Pirkheimer. Donc Beatus Rhenanus envoie les épigrammes de More à Willibald Pirkheimer. Et j'ai proposé de faire figurer cette lettre dans l'édition bouquin parce que d'une part, elle montre les liens entre des humanistes importants,
D'autre part, elle témoigne des éloges dont More faisait l'objet. Et puis, elle comprend une brève réflexion sur le genre épigrammatique. Alors, Beatus Rhenanus, vous le savez sans doute, c'est un humaniste rhénan, originaire de Sélestat, un philologue, éditeur de textes classiques, Homère, Tite-Live, etc. Et écrivain lui-même, il publiera en 1531 les Rerum Germanicarum Libri Tres. Willibald Pirkheimer, sans doute moins connu de nous, est un juriste et humaniste allemand. C'est celui qui est supposé avoir fait connaître le droit latin romain en Allemagne. Alors, Rhenanus commence sa lettre en expliquant qu'il offre à Pirkheimer les épigrammes de More en raison de points communs qui existent entre les deux hommes. Ce sont tous deux des juristes cultivés, tous deux des conseillers de leurs princes respectifs, Henri VIII pour More et l'empereur Maximilien pour Pirkheimer. Et donc, la lettre se poursuit avec une espèce d'éloge des épigrammes de More. Alors, je vous laisse suivre le latin, je lis juste la traduction française. Vous suivez. Et donc, il explique ce que doit comporter une belle et une bonne épigramme. En effet, tu n'ignores pas qu'une telle pièce doit associer expressivité, argutiam et brevitate, être accompagnée de gaieté, festivum, et se terminer par une pointe. Alors on reviendra sur ce thème de acclamation coulis. Je traduis par pointe parce que c'est manifestement le sens que ça a. Enfin, quand on ouvre le dictionnaire, amlation kula, ça n'a pas le sens de pointe. Donc une pointe que les Grecs appellent épiphonémata. Toutes ces qualités, il est vraiment possible de les trouver à foison dans les épigrammes de More. Avec quelle douceur, quam suaviter coulent ces poèmes, qui n'ont rien de contraint, nihil coactum, comme tout est fluide, floun, facilia, jamais rien de rude, de rugueux, d'obscur, durum, scabrum, tenebricosum. Il est clair, expressif, latin. De plus, une sorte d'humour bien agréable vient équilibrer l'ensemble, au point que je n'ai jamais rien vu de plus charmant. Nihilumquam viderim lepidius. Chez lui, les plaisanteries n'ont rien de mordant, elles sont candides, pleines de miel, méliti, de douceur, et tout sauf amer. Il plaisante, mais sans jamais aller jusqu'à blesser. Il rit, mais n'outrage pas. Alors, les épigrammes de More respectent donc, selon Beatus Rhenanus, tous les critères déterminés par les théoriciens de la Renaissance pour ce genre littéraire, critères que Maurice de la Porte, en 1571, dans ses épithètes, résumera par une série d'adjectifs qualificatifs qui sont, d'après lui, tout particulièrement bienvenus pour qualifier ou caractériser ce genre littéraire, qui sont les adjectifs qualificatifs suivants: raillard, joyeux, plaisant, succinct, bref, industrieux, subtil, troussé, mordant, noble et blandissant. On note en particulier, dans l'éloge que fait Beatus Rhenanus, deux éléments qui pourraient sembler contradictoires, mais qui font des épigrammes de More un modèle du genre. D'abord, tout ce qui concerne le sel, l'expressivité et la pointe, qui rapproche donc les épigrammes de More du modèle de Martial, et ce sont des qualités que valorisera plus tard Scaliger dans ses Poeticem Libri Septem. Mais ce piquant est tempéré par la douceur, particulièrement prisée quant à elle par le théoricien italien Robortello dans son Art poétique de 1538. Ce sont sans doute ces qualités, difficilement compatibles, mais trouvées chez More, qui explique que Beatus Rhenanus n'hésite pas à le comparer à son avantage à Pontano et Marulle. Comme d'ailleurs, il affirme que son utopie apporte un enseignement plus utile que celui d'Aristote, de Platon ou de Justinien, parce que plein de vérités chrétiennes. Et puisque je parle de l'utopie,
Beatus Rhenanus termine sa lettre en racontant un épisode intéressant qui concerne la réception de l'utopie. Alors c'est le texte suivant. « Il est vrai que récemment, écoute au nom des muses une bien belle histoire, tandis que dans quelque assemblée de graves personnages, on venait de mentionner l'utopie, et que j'en faisais un vibrant éloge. Il se trouva un imbécile. Alors, quidam pinguis, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit gras, lourdingue. Il se trouva un imbécile pour affirmer qu'il ne fallait pas être plus reconnaissant à mort qu'à n'importe quel secrétaire se contentant de noter dans la curie les décisions d'autrui, tout en restant assis à la manière d'un porte-lance, comme on dit, sans aucun envie qui lui soit propre, sans aucun avis qui lui soit propre, au prétexte que tout ce que dit notre ami viendrait d'Itlodé et qu'il se serait contenté de le mettre en forme. Il ne faudrait donc le louer que d'avoir rapporté correctement ses paroles. Et il ne manquait pas de gens pour marquer d'une pierre blanche le jugement de cet homme et estimer qu'il avait parfaitement raison. Conclusion de Rhenanus, ne trouves-tu pas cela amusant de la part de More d'avoir réussi à tromper ces hommes qui ne sont pas les premiers venus, mais des gens fort estimés et même des théologiens. Alors, l'expression « à la manière d'un porte-lance », Doriforematis ritu, fait l'objet de l'adage 3414 d'Érasme, et Érasme explique que dans les tragédies, ce personnage reste toujours muet, d'où l'emploi ici dans cette lettre. Tout le sel de l'anecdote vient que l'utopie repose sur un dispositif littéraire qui consiste en la fiction d'une rencontre entre un nommé Morus, double évident de Thomas More, et un nommé Itlodé. Et que c'est cet Itlodé qui est supposé revenir de longues années de voyage, au cours desquelles il est allé dans l'île d'Utopie, et que Itlodé raconte à Morus et décrit ce qu'il a vu dans cette île. Donc, d'après Beatus Rhenanus, certains de ces hommes graves et sérieux ont pris ce dispositif littéraire au pied de la lettre et ont vraiment cru qu'un nommé Itlodé avait raconté à More ce qu'il avait vu et que More s'était contenté de retranscrire. Alors, la scène pourrait sembler exagérée, mais Guillaume Navot, qui a publié en 2012 une nouvelle traduction de l'Utopie au livre de poche, rappelle qu'à la parution de l'ouvrage de More, un certain nombre de gens crurent qu'il s'agissait d'un vrai récit de voyage, et donc ont déploré qu'il manque la localisation géographique exacte de l'île d'Utopie. Et Navot rappelle qu'il y avait même un évêque qui avait demandé à être nommé évêque de l'île d'Utopie. Tous ces gens n'ont sans doute pas été très attentifs au nom d'Itlodé, qui en grec signifie l'expert en baliverne, et qui donc est un clin d'œil de la part de More. Alors, après cet envoi, donc cette lettre d'envoi de Beatus Rhenanus à Pirkheimer, l'ouvrage commence sur quelque chose sur lequel je vais passer pour gagner du temps. La première partie de l'ouvrage de 1520 est appelée Progymnastica. Alors, comme vous le savez, ce terme translittéré du grec désigne les exercices préparatoires proposés aux élèves des écoles de rhétorique dans l'Antiquité. Et à la Renaissance, les maîtres ont appelé ainsi les exercices qu'ils faisaient faire à leurs étudiants en latin et en grec. More indique en choisissant ce titre que cette première partie, constituée de 18 épigrammes, consiste en un exercice d'école. Il fournit une épigramme de l'anthologie grecque et la fait suivre par sa propre traduction latine et une traduction de son ami William Lyley, humaniste et grammairien anglais, pionnier de l'enseignement du grec en Angleterre. Et c'est vraiment des exercices d'école, hein, chacun, je vous laisse lire la première, j'en ai mis qu'une, chacun essaye de rivaliser pour se montrer le plus proche possible, le plus ingénieux dans la traduction de la pièce grecque. J'insiste juste sur le fait que le quatrième vers de la pièce grecque, ou qui trophès à la monès, joue sur l'homéotéleucie, et ça devient chez More non victum sed hospitium, et chez Lyley non victum sed domum.
Donc on voit bien les efforts dans ce type d'exercice d'école. Il s'agit de montrer son talent dans la traduction. Le recueil se poursuit ensuite, après les Progymnastica, par une lettre dédicace de Thomas More à Henri VIII. L'auteur, dans cette lettre, s'excuse en particulier de ce que son œuvre, qui contient des pièces célébrant le couronnement d'Henri VIII, 1509, est publiée fort tard, effectivement, première édition, 1518, donc 9 ans après ce couronnement. Alors, More s'en explique ou s'en excuse ou s'en justifie de deux manières. Premièrement, c'est la faute du peintre, qui était supposé enluminer les épigrammes, mais qui a malencontreusement eu une crise de goutte, qui a dû durer 9 ans, j'en sais rien. Bon, enfin, voilà, première chose. Et puis, deuxième chose, plus intéressante, alors excusez-moi, la citation que j'ai mise ne correspond pas, donc je vais vous raconter. Deuxième justification, le bonheur qu'a suscité le couronnement d'Henri VIII a été si extraordinaire, si intense, que 9 ans après, il est toujours aussi vivace, et que donc, je cite, « Par conséquent, mon hommage semble être arrivé non pas tardivement, une fois l'événement passé et terminé, mais bien à l'heure et en temps voulu. » Alors, comme on le voit, hein, More n'hésite pas à manier l'éloge, et cela est plus manifeste encore dans la première épigramme. Alors, si on peut appeler ainsi cette première pièce, après les Progymnastica, donc qui porte le numéro 19, qui est une pièce qui fait près de 200 vers et est intitulée « Sur le jour du couronnement d'Henri VIII, très illustre et très heureux roi d'Angleterre et de sa bienheureuse reine Catherine, poème de félicitations du londonien Thomas More ». Alors, cette pièce, il faut bien dire, est assez éloignée de l'image que nous autres Français avons de Thomas More, le courageux opposant à Henri VIII. En 1508 et 1520, clairement, le futur saint est au début de sa carrière et il espère bien, ce qui sera le cas, obtenir des postes prestigieux. À cela s'ajoute, de façon sans doute moins opportuniste ou moins strictement opportuniste, l'espoir qu'avait suscité auprès de tous les humanistes l'avènement d'un roi jeune, cultivé. On sait par exemple qu'Érasme, qui était à ce moment-là en Italie, avait regagné dardard l'Angleterre à l'annonce de l'avènement d'Henri VIII. Alors, quelles que soient les motivations de l'auteur, cette pièce est un long morceau encomiastique qui reprend absolument tous les topoi de l'éloge tels que les avait définis la rhétorique antique, hein, en vantant successivement, comme le demande Ménandre, le guénéia, c'est-à-dire la naissance et la famille, la physis, les qualités physiques réelles, paraît-il, enfin en tout cas dans sa jeunesse d'Henri VIII, la paideia, son éducation, les épithedémata, c'est-à-dire son mode de vie, les praxeis et les aretai, c'est-à-dire les actions et les vertus. Alors, en particulier, j'insiste sur le guénéia, c'est-à-dire la naissance, parce que Thomas More développe à la fois dans cette pièce 19 et puis dans la pièce 23 que je vous ai mise, l'idée que Thomas More est Lancastre par son père et York par sa mère, c'est-à-dire qu'il réunit en sa seule personne les deux branches de l'histoire d'Angleterre qui se sont battues si longtemps, ce qu'on a appelé la guerre des deux roses. Et cette fin de la guerre qui est permise par la personne d'Henri VIII est développée dans l'épigramme 23, dont je vais vous lire la traduction, dans laquelle Thomas More file, alors de manière un peu lourdaude peut-être, mais en tout cas très appuyée, la métaphore des deux roses. Un rosier rouge était voisin d'un rosier blanc et ils se combattaient, chacun luttant contre l'autre pour être le premier, mais désormais tous deux se sont développés en une seule et même plante et la querelle a cessé de la seule façon possible. À présent, un seul rosier s'élève, un seul se multiplie, mais à lui seul, il a toutes les qualités que possédaient les deux rosiers. Car il a assurément la splendeur, la beauté, la grâce, la couleur et la force de chacun des deux rosiers, tout en ayant les épines, et donc gare à qui veut s'opposer à Henri VIII.
Mais ce sont bien sûr les praxeis, les actions du roi sur lesquelles le More est le plus disert. Lui qui, au temps où il était un simple parlementaire anglais, s'était vivement opposé aux taxes mises en place par Henri VII pour financer sa guerre contre l'Écosse, se réjouit ouvertement de voir abroger un certain nombre de dispositions prises par Henri VII, et il présente le règne d'Henri VIII comme une espèce de triomphe absolu de la liberté d'entreprendre. Je vous lis les extraits de l'épigramme 19. Le marchand, entravé auparavant par de multiples taxes, à présent laboure de sa nef de nouvelles voies maritimes. Déjà, les richesses enfouies par crainte dans des cachettes obscures, chacun ose les ressortir et se réjouit de le faire. Qu'il est plaisant, désormais, de voir que leur proie a échappé aux mains crochues si nombreuses de tant de voleurs. Les voleurs, ce sont les collecteurs d'impôts d'Henri VII. Ce n'est plus un crime, désormais, par le passé, c'en était un grand, que de posséder des richesses honnêtement gagnées. On dirait un programme libéral, hein. C'est vraiment l'Angleterre, royaume de la liberté d'entreprise. On comprend dès lors que l'avènement d'Henri VIII représente, sous la plume de More, pour la société tout entière, l'arrivée d'un nouvel âge d'or qu'il n'hésite pas à célébrer avec toute l'emphase requise. C'est la suite du poème 19. S'il fut jamais jour, s'il fut jamais moment, Angleterre, lors duquel il te fallut rendre grâce aux dieux, c'est bien ce jour qui doit être marqué d'une pierre blanche. C'est un jour heureux qui doit être ajouté à ton calendrier, car il marque la fin de ta servitude, le début de ta liberté. C'en est fini de la tristesse et voici le bonheur. Déjà le peuple libéré accourt, le visage rayonnant. Déjà c'est à peine s'il parvient à contenir sa joie. Il se réjouit, il jubile, il t'ovationne, il exulte d'avoir un tel roi, et seul le mot de roi résonne dans toutes les bouches. Apporte de l'encens Angleterre et offrande plus précieuse que l'encens, des âmes pures et des mains innocentes, afin que les dieux bénissent cette union comme ils l'ont déjà fait, et que le sceptre qu'ils ont offert soit tenu avec leur aide céleste, et que la couronne soit longtemps portée par cet homme et cette femme, et le soit ensuite par le fils de leur fils, puis par ses descendants. Alors, comme on sait, hein, le vœu final, c'est le dernier vers de la pièce, et le vœu final de More ne fut pas suivi des faits, puisque de fausses couches en enfants morts en bas âge, la progéniture d'Henri VIII et Catherine d'Aragon se limita à une fille, Mary, la fameuse Bloody Mary. Mis à part cette longue pièce d'éloge, le recueil de More correspond globalement, par sa variété, par son goût du changement dans la répétition, pour reprendre l'expression de Pierre Laurence, par ses sources, par les thématiques qu'il aborde au canon habituel de ce genre littéraire à la Renaissance. Conformément au caractère piquant de l'épigramme, une grande partie des pièces sont satiriques. More s'en prend d'abord, et c'est une thématique très largement partagée par ses confrères en épigramme, il s'en prend d'abord aux astrologues. Il consacre une dizaine de pièces à brocarder ses personnages, dont toute une série, épigramme 60-65, qui sont des variations sur le thème d'un astrologue trompé par son épouse. Alors, je vous ai mis par exemple l'épigramme 63. Pourquoi sot que tu es, est-ce en interrogeant les astres du ciel que tu te renseignes sur la conduite de ta femme qui demeure sur la terre? Pourquoi regardes-tu en haut? Alors, quid alta spectas, il faudrait mettre une virgule là et non pas après infra, je pense que c'est une erreur du prote. Pourquoi regardes-tu en haut? C'est en bas que se trouve ce que tu redoutes. Pendant que tu interroges le ciel pour savoir ce qu'elle fait, elle, pendant ce temps, a fait sur la terre tout ce qu'elle voulait. Bon. Il s'en prend également, et c'est un thème tout aussi fréquent dans les recueils d'épigrammes, aux médecins. Alors d'abord, comme beaucoup de ses confrères, il reprend le jeu de mots qu'on trouve d'abord chez Plaute, Rudens, vers 1304-1306, entre medicus et mendicus. Donc ce jeu de mots est repris par énormément d'épigrammatistes de la Renaissance.
et il propose une galerie de portraits de médecins, tous plus mauvais, malhonnêtes, médiocres les uns que les autres. Je vous ai mis l'exemple de l'épigramme 222. Un médecin appliqua un onguent sur les yeux malades d'une vieille femme et les banda. Et il lui assura que ce soin ferait effet dans 5 jours. Entre-temps, il fait main basse sur le linge de table, les chaudrons, les mortiers, les plats, bref, tout ce qui n'est pas trop lourd pour être emporté. Quand la femme, guérie, ôta les bandages de ses yeux et regarda autour d'elle, elle s'aperçut que ses ustensiles de cuisine avaient disparu. Au médecin qui réclamait son salaire, elle répondit « Ce qui a été convenu, quod pactum est, c'est que ton action m'apporte une meilleure vision. Or, je vois moins bien qu'avant, car les objets dont j'ai besoin chez moi, au lieu d'en voir beaucoup comme avant, je n'en vois plus un seul. » Alors, More ne le dit pas, mais en fait, cet épigramme s'inspire de très près de la fable 57 d'Ésope, dont il retranche seulement la morale. Brocardé aussi, et là encore, c'est traditionnel dans les recueils d'épigrammes, se trouvent les membres du clergé accusés d'être ignorants. Comme le nommé Posthumus de l'épigramme 202, « Noble prélat, tu clames, la lettre tue, et sans cesse tu n'as que ce mot à la bouche, la lettre tue. Toi, tu as bien pris soin qu'aucune lettre ne puisse te tuer, vu que tu n'en connais pas une seule. Et ce n'est pas en vain que tu redoutes que la lettre tue, car tu sais bien que tu ne possèdes pas l'esprit qui vivifie. » Alors, More se moque ici d'un prélat stupide qui annonce, sans en comprendre le sens, une parole de saint Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Il s'agit d'un passage sur le ministère apostolique dans lequel saint Paul explique que toute capacité vient de Dieu, je cite, « qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit », et il ajoute « car la lettre tue et l'esprit vivifie ». L'évêque, d'après More, ne retient que la première partie de la phrase et il en conclut que la culture est néfaste. Autre victime encore de la veine satirique de More, toujours aussi traditionnelle dans les recueils d'épigrammes de la Renaissance, ce sont les femmes. Alors qu'il s'agisse d'une ivrognesse qui ne parvient pas à se lever avant midi, d'une méchante qui tyrannise son époux, d'une débauchée qui se prétend vierge sans l'être, ou d'une fausse prude. Tout cela est tout à fait traditionnel et habituel, comme le sont aussi ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire les conseils que More donne à un jeune homme sur le choix d'une épouse. Alors, comme on pouvait s'y attendre, la femme idéale doit être féconde, de bonne lignée, pudique, douce, modeste. Il s'agit d'une longue pièce de 230 10 mètres iambiques brachycatalectiques, c'est-à-dire auquel il manque un pied, qui donne à More l'occasion de développer des considérations morales assez convenues. Par exemple, l'idée qu'un bon caractère doit être préféré à la beauté. C'est la première colonne de la citation de l'épigramme 143. Il ne vaut pas grand-chose l'amour qui est fondé sur un sot désir, stultus impetus, conçu pour le physique, décoré concitus, ou sur une malhonnête appétence pour l'argent. Qui aime une femme pour son argent, c'est qu'il n'aime rien que l'argent. Dès que l'argent est à lui, capta pecunia, son amour éphémère disparaît aussitôt et périt presque avant que de naître. Quant à la beauté, et la beauté ne disparaît-elle pas à cause d'une simple fièvre? Ne se fane-t-elle pas au fil des ans comme une fleur au soleil? Ut sole flosculus, vous constatez que c'est des choses qu'on trouve rabâchées absolument partout à la Renaissance. Tout au plus peut-on remarquer peut-être que parmi les qualités attendues de la future épouse, More insiste assez longuement sur sa culture, qui semble pour lui importante. La femme que choisira cet ami doit être capable, je cite, de puiser des préceptes chez les meilleurs auteurs
afin de ne pas se laisser accabler par les revers de fortune, ni s'enorgueillir des réussites. Elle doit être capable de nourrir ses enfants autant de ses leçons que de son lait. Elle doit surtout, alors évidemment ça diminue un peu la portée de ce que je viens de dire, elle doit surtout pouvoir délasser son mari, quand celui-ci rentre du travail, par sa docte conversation. Bon. La mention de la nécessaire culture de la femme amène More à dresser une liste des femmes qui en ont fait montre. Et là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ou une allusion à laquelle je n'ai pas pu attribuer un sens. Donc, si certains d'entre vous peuvent m'aider, je vous remercie d'avance. Donc, dans la liste des femmes cultivées, il évoque la fille d'Ovide et celle de Cicéron, normal, attendu, la mère des Gracques, encore plus attendue. Plus surprenant, il mentionne aussi Eurydice, au motif, je cite, que jamais Orphée ne se serait soucié de ramener des enfers au prix d'un effort terrible, une femme sans culture. Alors, est-ce que vous avez déjà vu mentionner quelque part la culture d'Eurydice ? Voilà, si c'est le cas, je suis preneuse. Ensuite, il continue, c'est la deuxième colonne de l'épigramme 143. Pardon ? Mais par raisonnement, pourquoi par raisonnement ? Parce qu'Orphée est retourné la chercher ? Oui, c'est ça. Mais oui, c'est un poète cultivé, tout, mais tu l'as pas lu. Enfin, il est le seul à moi, ça m'aurait intéressé de trouver quelque part cette idée avant More, mais voilà. Et ensuite, donc, il dit, mais pourquoi donc n'évoquer que les siècles passés ? Si grossier soit-il, notre siècle lui aussi connaît une telle jeune fille. Il n'en existe certes qu'une, mais à elle seule, elle est digne d'être préférée à toutes les autres et d'être comparée à toutes celles dont, depuis tant de siècles passés, on nous fait l'éloge. Et c'est là que je ne vois pas du tout qui c'est. C'est elle qui, à présent, instruit l'Angleterre jusqu'en ses confins, portée par les ailes rapides de la renommée. Alors, il y a une autre erreur du prote, hein, c'est évidemment Famae et pas Famée. Portée par les ailes rapides de la renommée, cette jeune fille unique est l'honneur glorieux du monde entier, et non seulement la Cassandre de sa seule patrie. Alors, premièrement, je ne sais pas à qui il fait allusion. Certains commentateurs suggèrent Catherine d'Aragon, qui, dans l'épigramme 19, est déjà comparée à un certain nombre d'héroïnes de l'Antiquité. Mais enfin, pour Catherine d'Aragon, le terme de Virgo est quand même surprenant. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une des deux sœurs, de l'une ou l'autre des deux sœurs d'Henri VIII, Margaret ou Marie, et en ce cas-là, ce serait une manière biaisée de rendre encore un hommage au roi. Donc ça, c'est la première chose qui m'échappe, l'identité de cette personne. Deuxième chose, je n'ai pas compris non plus la référence à la fin à Cassandre. Alors, certes, Cassandre, elle éduquait sa patrie troyenne, si on veut, mais enfin, elle n'était jamais écoutée. Donc c'est un peu étonnant dans une pièce d'éloge. Donc il me semble que ce choix de la comparer à Cassandre soit étrange, à moins évidemment qu'il ne donne un indice sur l'identité de cette personne, mais indice qui m'échappe complètement. Une idée. C'est pas faux. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas. Oui, puisque c'est pas la fille de Catherine d'Aragon, donc c'est pas du tout possible, absolument. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas. Mais non, j'ai dit des filles d'Henri VIII. Je voulais dire des sœurs, pardon. J'ai dit des sœurs. Non. Ah oui, mais en admettant même, ce qui n'a pas du tout été le cas, que Marie soit née au début du mariage de son père et de sa mère, elle aurait 9 ans. Donc elle ne peut pas, en 18, donc elle ne peut pas éduquer, ou alors elle est vraiment extrêmement précoce. Je ne pense pas que ça fasse référence à Marie. Elle est trop petite pour être l'objet de cet éloge un peu dithyrambique. Voilà. Donc ça reste... bon.
Alors, une solide amitié liait, je le disais en commençant mon intervention, More à Erasme, de 10 ans plus âgé que lui. Alors, en plus des nombreuses pièces des Epigrammata qui font implicitement référence à Erasme parce qu'elles insèrent, comme le font tous les humanistes, de nombreux adages, Erasme est mentionné dans 2 épigrammes qui, toutes deux, concernent son Nouveau Testament, qui avait été publié à Bâle chez Froben, comme les épigrammes de More, 2 ans avant, ou 4 ans avant la deuxième publication. Alors, comme on le sait, c'est à la demande de Froben qu'Erasme s'était attelé à une tâche immense et à ses yeux essentielle, proposer une nouvelle édition de la Septante, accompagnée d'une traduction latine permettant de corriger certaines erreurs de Saint Jérôme. Ce travail, dès sa parution, avait suscité à la fois l'admiration des humanistes et un déluge de critiques de la part des conservateurs, critiques fondées sur 2 raisons. Premièrement, ils accusaient Erasme d'avoir traité le texte biblique en lui appliquant des méthodes philologiques comme n'importe quel autre texte. Et deuxième raison, ils estimaient que remettre en cause quelques traductions de Saint Jérôme revenait à jeter le discrédit sur l'ensemble de sa traduction. C'est dans ce contexte que More envoie l'ouvrage de son ami à 2 hauts personnages du royaume d'Angleterre, William Warham et Thomas Wolsey. Dans les 2 cas, l'épigramme est supposé accompagner l'envoi du livre. C'est vraiment un billet d'envoi comme on en attend chez Martial. Et voilà par exemple ce qu'il écrit à Warham, qu'il remercie au début de la pièce pour la possibilité qu'il procure à Erasme, dont il était l'un des mécènes les plus généreux et les plus constants, de se consacrer à ses savants travaux. Donc c'est l'épigramme 257. Quoiqu'il ait déjà publié maints livres dont on fait grand profit, non sine fructu, ce nouvel ouvrage dépasse tous les précédents. Il est utile à tous les hommes et vous vous en partagez l'honneur. Lui parce qu'il l'a écrit, toi, excellent prélat, parce que tu l'as soutenu. Mais il te cède sa part d'honneur volontiers et de tout son cœur, car tout ce qu'il fait, c'est à ton crédit qu'il le met. Meritis imputat omne tuis. La seule récompense qu'il attend de son travail, bienveillant Père, c'est que, grâce à ce livre, tu sois aimé de tous et lui-même de toi. Alors on reconnaît bien là les hommages hyperboliques du protégé au protecteur. Simplement, ici, More n'écrit pas pour lui. Il parle d'un ami au protecteur de cet ami, donc on peut sans doute mettre à son crédit une forme de désintéressement. Les épigrammes funéraires, on en arrive à un autre passage où je vais avoir besoin de vous. Les épigrammes funéraires ne sont représentés dans les épigrammes de More que par 2 pièces qui sont des épitaphes d'un nommé Henry Abingdon, qui était un chanteur, organiste et compositeur, chantre de la cathédrale de Wells et chantre de la chapelle royale. Alors, ces épigrammes funéraires, traitent des motifs tout à fait traditionnels de la poésie de tombe, appellent au passant ou ici au lecteur pour lui faire connaître le nom du défunt, évocation de l'extraordinaire talent du défunt, idée que le défunt n'est plus sous la terre, mais qu'il est dans les cieux, que seul son corps est sous la terre, mais que son âme est dans les cieux, et que c'est Dieu ou le Christ lui-même qui l'a fait monter au ciel pour qu'il réjouisse les anges de son talent. Bon. Ces 2 pièces sont suivies par une pièce à un certain Janus, alors John peut-être, présenté comme l'héritier d'Abingdon. Et More explique que ce Janus lui avait reproché d'avoir écrit en l'honneur du défunt une pièce bien banale et qui manquait d'éclat. Et More nous dit, alors en riant, j'ai gribouillé quelques vers ridicules, voilà que Janus les adore et les applaudit des 2 mains. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que
ces vers ridicules gribouillés à la va-vite sont peut-être la deuxième épitaphe présente dans le recueil que je vais vous lire. C'est la pièce 160. Alors, Sigy Henri décédé, qui fut toujours ami de la piété. Si quelqu'un veut savoir son nom, il s'appelait Abigdon. Dans la cathédrale de Wells, à Wells, dans la cathédrale, il avait fait chorale. Dans la chapelle du roi, il fit ensuite entendre sa voix. Entre 1000 chanteurs, aucun ne fut meilleur. En tant qu'organiste aussi, il remportait tous les prix. À présent, Christ, cet homme-ci qui t'a toujours servi, sur la terre de son mieux, accorde-lui le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui fait dire que cette pièce peut être les vers ridicules que Morse affirme avoir écrit en vitesse? D'abord, vous remarquez tout de suite qu'on a une série de 7 hexamètres qui sont bizarrement suivis par un pentamètre, ce qui ne correspond à aucun schéma métrique dans l'Antiquité. On peut aussi remarquer au vers 6 l'espèce de tmèse étrange, orgaquenista, au lieu de organistaque. Alors, certes, Quintilien reconnaît que les poètes font parfois ce genre de choses, hein, vous le voyez, il cite un vers des Géorgiques de Virgile dans lequel le mot septentrioni est coupé par un participe passé qui est mis entre. Bon, mais Quintilien explique bien que c'était une espèce de licence qui est accordée aux poètes, mais enfin qu'elle est rare. Enfin, et sans doute surtout, vous l'avez peut-être remarqué à travers ma traduction, cette pièce est écrite en vers léonin, c'est-à-dire en vers dont les syllabes placées à la coupe et à la fin riment entre elles. Enricus, amicus, erat qua erat, ecclesia alma, etc., etc. Donc c'est là que je vais avoir besoin de vous pour essayer de rendre aussi dans une traduction française cette lourdeur en laquelle consistent les rimes internes. Or, certes, la pratique des vers léonins existait déjà dans l'Antiquité, en particulier chez les élégiaques, mais cette forme, dit Charlet dans son traité de métrique latine-humanisme, cette forme s'est systématisée au Moyen-Âge, et donc pour bien des humanistes, c'était une forme qui sentait son Moyen-Âge, sa préciosité, son caractère excessivement travaillé. Et donc l'hypothèse est que More se serait dit « Ah, tu trouves que la première pièce que j'ai écrite manquait d'éclat ? Ah bah attends, tu vas voir, là je vais t'en écrire une pleine d'éclat » et que Janus, qui n'a pas un sens esthétique très développé, aurait dit « Ah bah oui, celle-là, elle est vraiment super ». Alors, c'est là que j'ai besoin de vous pour finir un travail qu'on a commencé hier. Vos camarades m'ont bien aidé. Donc, le premier vers, dans ma traduction, ça va, j'en suis assez contente. Sigy Henri décédé, qui fut toujours ami de la piété, ça va. Deuxième vers, si quelqu'un veut savoir son nom, il s'appelait Abigdon, d'accord. On m'a suggéré à Wells, dans la cathédrale, il avait fait chorale. Dans la chapelle du roi, ensuite, il fit entendre sa voix. Entre 1000 chanteurs, on en est au vers 5, aucun ne fut meilleur. En tant qu'organiste aussi, il remportait tous les prix. Et puis alors, il reste les deux derniers vers, c'est vraiment pas terrible. À présent, Christ, cet homme-ci qui t'a toujours servi, sur la terre de son mieux, accorde-lui le royaume des cieux. Si vous avez une suggestion pour remplacer cet homme-ci, un mot qui rimerait avec « t'as toujours servi », je suis preneuse. Je ne veux pas vous mettre en concurrence, mais hier, les suggestions ont fusé. Bon, ben voilà, donc là... En fait, c'est isté. C'est isté, oui. Alors, évidemment, hein, là, je vise moins la précision absolue qu'une manière de trouver moi-même des vers léonins. Oui. T'as une idée, Paul ? Bon, enfin, peu importe.
Oui, il faut que j'aille jusqu'à moins le quart, hein, c'est ça? 1h30. Oui, mais on a commencé à quelle heure? On a commencé en quart d'heure. D'accord, donc je vais jusqu'à moins le quart, c'est ça? Enfin, en gros. Bon, bref. Comment? Alors, on ne sera pas surpris de constater que l'auteur de l'Utopie, dont le sous-titre est « Sur la meilleure forme de gouvernement », propose aussi un certain nombre d'épigrammes politiques dans lesquels il s'interroge en particulier sur cette meilleure forme de gouvernement et sur, en gros, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant est un bon dirigeant. Alors, vous avez par exemple la pièce 115, je la lis mais je ne commente pas, ça va de soi. Qu'est-ce qu'un bon prince? C'est le chien qui garde le troupeau et le met en fuite, et met en fuite, les loups en aboyant. Qu'est-ce qu'un mauvais prince? Le loup lui-même. Bon. Ailleurs, dans la pièce 120, il se demande par quels moyens un roi peut être en sécurité. Et il affirme que ce n'est certainement pas en s'entourant de gardes, certainement pas en se cachant derrière les hauts murs d'une forteresse, certainement pas, etc. La seule chose qui lui permet d'être en sécurité, ce sont les 2 derniers vers de la pièce 162. Celui-là seul sera en sécurité, qui sait gouverner, tiens, ça me fait penser que c'est Tibi, et pas, non, de l'épigramme 120, pardon. Celui-là seul sera en sécurité, qui sait gouverner son peuple de façon à le persuader qu'aucun roi ne serait meilleur que lui. Alors, on reconnaît là, sans difficulté, la leçon que Sénèque s'est efforcé de donner à Néron dans le De Clementia, dans lequel il explique en effet que pour être en sécurité, un roi n'a pas besoin de s'entourer de tours et de murs, mais que seule la clémence lui offrira cette sécurité, car, je cite Sénèque, l'affection de ses sujets est la seule protection inexpugnable. Je passe sur l'épigramme suivante pour aller un peu plus vite, pour en venir à l'épigramme 264, et vous dire qu'une des caractéristiques les plus originales, sans doute, et les plus plaisantes certainement, du recueil de More, c'est la présence de pièces intimes qui paraissent avoir un fond autobiographique réel. C'est le cas donc, de l'épigramme 264 qui prend la forme d'une lettre écrite à ses 4 enfants, Margaret née en 1505, Élisabeth en 1506, Cécilie en 1507, et puis ouf, un garçon, John, en 1509. Donc alors que More est en voyage, il écrit à ses enfants une lettre dans laquelle se lit l'expression de l'affection sincère et, ma foi, à ma connaissance, assez rarement exprimée en littérature, d'un père pour ses enfants. Alors, je vous lis ma traduction. La nature, dans sa sagesse, a créé un lien entre les parents et leur progéniture, et a uni leurs âmes par un nœud aussi fort que celui d'Hercule, allusion à l'adage 816 d'Erasme. C'est de là que vient cette tendresse dans mon cœur plein d'amour, qui me fait vous serrer si souvent contre mon cœur. De là mon habitude de vous offrir des friandises à grignoter, de vous donner à manger de douces pommes et de belles poires, et aussi de vous habiller de beaux vêtements de soie. De là le fait que je n'ai jamais pu supporter de vous voir pleurer. Vous savez combien mes baisers ont été fréquents et rares mes coups, et mon martinet n'a toujours été qu'en plume de paon. Et encore, je m'en suis servi doucement, avec hésitation, de peur de marquer de dures meurtrissures vos tendres fesses. Ah, il est féroce et ne mérite pas le nom de père, l'homme qui ne pleure pas lui-même devant les larmes de son enfant. Alors, cette fois-ci, l'intertexte, alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, ces derniers vers rappellent les réflexions de mission
dans les Adelphes de Terence sur ce que doit et ne doit pas être l'attitude d'un père. Comme lui, comme mission, More assume une forme de ce qui pourrait passer pour du laxisme, mais qui est justifiée par la qualité morale des enfants. Voir Adelphes au vers 818 et suivant sur la bonne nature d'Échine et Ctésiphon. À la fin de la pièce, More rend un hommage appuyé à ses enfants et fait en effet de leur caractère et de leur culture le fondement de l'affection qu'il éprouve pour eux. Alors c'est le texte suivant, page 6. Cela vient de ce que vous savez vous comporter, malgré votre jeune âge, comme gens déjà âgés, et que vos âmes ont été façonnées par les arts libéraux. Cela vient de ce que, formés à l'éloquence, vous vous exprimez avec grâce, en pesant chaque mot d'une manière juste et certaine. Tout cela pénètre en mon cœur d'un mouvement si admirable et m'attache à présent si fort à mes enfants que le fait de les avoir engendrés, qui est l'unique raison de l'affection de bien des pères, n'en est quasiment pas une pour moi. Ainsi donc, vous qui êtes la troupe chérie de mes enfants, continuez à vous faire aimer de votre père. Alors, on reconnaît au vers 40, c'est-à-dire le deuxième vers cité, le motif bien connu du puer senex, les enfants possèdent, malgré leur jeune âge, respectivement 15, 14, 13 et 11 ans, en 1520, la sagesse d'un homme âgé. On relève surtout que l'éducation est valorisée dans une missive qui est adressée à des garçons, mais aussi à des filles. Comme le dit Bernard Cotteret à propos d'une esquisse d'Holbein représentant la famille More, voilà une famille qui marquait nettement son ancrage humaniste. Garçons et filles, hommes et femmes étaient également instruits, ou du moins relevaient de la culture écrite. Même parfum d'intimité dans une pièce un peu plus étrange peut-être, mais en tout cas qui semble assez sincère, dans laquelle More évoque ses deux épouses successives. L'une qu'il épousa en 1505 et qui mourut en 1510, et l'autre qu'il épousa en 1511. Alors, évidemment, certains de ses amis s'étaient un peu émus de la rapidité avec laquelle, après son veuvage, il s'était remarié, et il explique bien que c'est pour donner une mère de substitution à ses enfants. Enfin, en tout cas, voilà ce que dit la pièce. Je trouve ça quand même un peu étonnant, mais bon, c'est la pièce 258. Sigy Jeanne, donc c'est l'épitaphe de la première épouse. Sigy Jeanne, l'épouse chérie de Thomas More, et je destine aussi ce tombeau à Alice et à moi-même. Car l'une, unie à moi en nos vertes années, m'a offert d'être appelée père par un fils et 3 filles, et l'autre a aimé ses beaux enfants autant que peu de mères aiment leurs propres enfants. Rare titre de gloire pour une belle-mère. L'une a vécu avec moi, l'autre vit encore avec moi d'une façon qui me fait me demander laquelle est ou a été plus chère à mon cœur. Alors c'est quand même un peu étrange. Oh, comme nous aurions pu vivre en harmonie tous les trois, ensemble, si les destins et la religion le permettaient, mais non. Mais tant pis, le tombeau nous réunira, le ciel nous réunira, je l'en supplie, et ainsi ce que la vie n'a pas pu nous offrir, la mort nous l'offrira. Alors, on peut certes être un peu surpris de voir Thomas More éprouver le regret de n'avoir pas pu vivre simultanément avec ces deux femmes. On peut se demander si elles auraient elles-mêmes été extrêmement contentes de la vie, voilà. Mais on lit en tout cas l'attachement qu'il éprouve pour toutes deux. Et comme je vous le disais, le remariage de More après son veuvage ne fut pas sans faire parler de lui, car il se remaria l'année même de la mort de Jane avec Alice. Erasme, désireux de justifier sans doute cette hâte, écrit dans sa correspondance qu'il avait fait ce choix en se souciant plus de sa famille que de son propre plaisir, bien sûr. Et je ne voudrais pas terminer cette brève présentation des épigrammata de More sans évoquer une série de pièces qui révèlent que les humanistes, pour être des humanistes, n'en sont pas moins hommes. Il s'agit de 15 pièces, 15, c'est-à-dire une grosse partie du recueil quand même,
15 pièces consacrées au poète et ecclésiastique français Germain de Brie. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Germain de Brie avait publié en 1513, donc 5 ans avant la parution, avant la parution, non, 3 ans, oh, je ne sais plus, 5 ans, avant la parution des épigrammes, il avait publié donc en 1513 chez Josbad une Cordillerae Navis Conflagratio, c'est-à-dire l'incendie de la Cordelière. Il s'agit d'une petite épopée sur le combat naval qui avait opposé en août 1512 la flotte anglaise et la flotte française. Et dans ce combat naval, la Cordelière, le bateau de la reine de France Anne de Bretagne, que commandait un nommé Henri de Portsmouth, avait brûlé. Si vous voulez aller jeter un œil, ce texte a été édité et traduit en français par Sandra Provini en 2004. Alors, More, peut-être parce qu'il était anglais, n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, vous allez voir, apprécié l'œuvre de Germain de Brie, et il l'accable de ses coups dans 15 pièces. La première pièce de la série, qui est l'épigramme 188, dont je vous ai mis le texte, accuse Brie de n'avoir pas respecté la vérité historique. Alors je lis, en glorifiant Hervé de Portsmouth, RVA, Brie, tu causes du tort à tes vers, car c'est avec mauvaise foi que tu racontes ces exploits. Dans ce poème Germané, tu nous promets de l'histoire, mais ce n'en est pas, puisque tu ne dis pas la vérité. S'il commence à faire montre de haine ou de sympathie excessive, qui pourra faire confiance aux historiens? Et désormais, ton cher Hervé lui-même ne peut tirer aucune gloire de ton récit, puisque toute bonne foi en est absente. Alors, la nécessaire objectivité de l'histoire est une idée topique dès l'Antiquité. Il lui reproche de faire preuve de haine ou de sympathie excessive, et Tacite, par exemple, au début de ses annales, affirme qu'il va rapporter les faits sans colère ni faveur, sine ira et studia. Mais précisément, Brie n'écrit pas un ouvrage d'histoire. Marie-Malène de la Garanderie remarque avec justesse que les critiques de More n'ont pas lieu d'être, car elles n'ont rien à voir, je cite, car elles n'ont rien à voir avec l'affaire, car seul importe dans ce récit de mer et de feu, de bravoure et de mort, la grandeur de la geste, la noblesse du héros, l'éloquence du discours, la tension et la puissance évocatrice du récit. Mais peu importe à More, qui, avec beaucoup de mauvaise foi, ne cherche qu'à accabler son confrère. À cet égard, j'attire votre attention sur le vers 3, dans lequel il l'appelle non pas Brixi, comme au vers 1, mais Germané. Alors, il peut y avoir, bien sûr, des raisons métriques, mais Germané, c'est Germain, mais c'est aussi le Germain, c'est-à-dire le barbare, celui qui écrit sans raffinement ni culture. Les autres pièces concernant la Cordillerae Navis Conflagratio sont dans la même veine et avec la même mauvaise foi. Dans la pièce 190, More commence par citer un certain nombre de vers de la Cordillerae Conflagratio. Je vous les ai fait figurer dans la traduction de Sandra. À droite et à gauche, les Anglais encerclent Hervé et lui seul. Un grand nombre de traits volent en une grêle hivernale vers la tête du seul Hervé. Avec courage, le héros, les frappant de son bouclier, les retourne contre l'armée ennemie. Puis, et parmi les premiers audacieux, ils se portent en un grand assaut contre les ennemis. Ils frappent les uns d'un trait qui leur déchire les tempes, ils transpercent les côtes d'un autre de son glaive, d'un autre il met à nu les entrailles, il décapite ceux-ci en les frappant au coup de sa hache à double tranchant, de ceux-là il transperce le flanc, de ces autres l'épaule de sa lance aiguisée. Voici le commentaire que More donne de ces vers. Hervé frappe les uns d'un trait qui leur déchire les tempes,
il transperce les entrailles et les côtes d'un autre de son glaive, il décapite ceux-ci en les frappant au cou de sa hache à double tranchant, et de cela, il perfore l'épaule et le flanc de sa lance aiguisée. Alors, avec courage, en les frappant de son bouclier, il renvoie d'où ils viennent les traits que fait voler vers lui l'armée adverse. Cela dépasse l'entendement qu'un seul homme combatte avec autant d'hommes, quand en plus l'une de ses mains est chargée d'un bouclier. Le réalisme s'oppose vigoureusement à cette version de la bataille. En outre, tu as oublié quelque chose dans ce passage, je pense. Vu que tu as présenté le magnanime Hervé en train de combattre avec 4 armes à la fois, en plus d'un bouclier, il t'avait peut-être échappé, mais le lecteur aurait dû en être averti avant de commencer à lire qu'il était doté de 5 mains. Voilà. Bon, alors, bien entendu, More n'ignorait pas que plus de 50 vers séparaient les 2 passages cités et que Porte-Moguer avait parfaitement eu le temps de poser son bouclier pour attraper les autres armes. Il n'ignore pas non plus que les exagérations qu'il dénonce relèvent du genre littéraire choisi par Brie, précisément caractérisé par le grossissement épique. Dans une autre pièce, il accuse Brie de plagiat, nouvelle critique, affirmant qu'il pille éhontément les anciens. Or, nous savons bien, et More le savait parfaitement aussi, que les humanistes sont si nourris de la lecture des anciens qu'il est difficile et anachronique de chercher à faire la part entre plagiat et culture, et que l'imitatio est d'ailleurs un principe d'écriture absolument revendiqué par les Poetae Docti. Je pourrais continuer à citer les pièces contre Brie, mais on voit bien, comme pourraient dire les étudiants, que ça ne vole pas bien haut. Le plus amusant est sans doute que Brie eut connaissance des pièces qui le visaient dans l'édition de 1518 des épigrammes. On pense que les épigrammes le concernant avaient dû circuler, lui être transmises par des amis bien intentionnés. Ulcéré, il répondit donc par un poème intitulé Antimorus contre l'anglais Thomas More, calomniateur de la Cordelière, paru chez Pierre Vidou, apparu en 1519, inédit, dont la traduction est inédite. Je vais m'en charger avec un groupe d'étudiants qui sont devenus des amis. Donc, il y a un poème dans lequel il s'en prend à More, et ensuite il relève systématiquement toutes les erreurs de latin qui se trouvent dans les épigrammes de More. À son tour, dans l'édition de 1520, celui-ci répliqua à la réplique de Brie. Et il cite un vers tiré d'un liminaire en endécasyllabe que Brie avait adressé à Salmon Macrin. Et alors, c'est pas de chance parce que cet endécasyllabe comporte 13 syllabes, comme le relève More. Bon. Et évidemment, il se fait un plaisir de se gausser. « Vu que tu forgeais, écrit-il à Germain de Brie, contre toutes les règles, des vers d'une longueur telle qu'aucun poète antique et aucun poète moderne ne le fit jamais, je me suis souvent et longuement étonné de la chose, et j'ai tenté, Brie, de t'en demander la raison. Mais finalement, j'ai compris que tu avais coutume de mesurer tes vers non en syllabes, mais en pieds ou en coudées. Alors, si la moquerie est manifeste, dernière chose pour laquelle j'ai besoin de vous, le sens exact de la pointe de cet épigramme est plus difficile à cerner. Finalement, j'ai appris que tu avais coutume de mesurer tes vers non en syllabes, mais en pieds ou en coudées. Pardon, non en syllabes ou en pieds, mais en coudées. Alors, l'éditeur des Complete Works de l'édition de la Yale University, il voit une allusion à l'adage 589 d'Erasme, qui est « mesure-toi à ton propre pied », avec un jeu de mots sur le sens de pied,
à la fois partie du corps humain et unité rythmique d'un vers. Mort semble donc brocarder l'orgueil de Brie, puisque, dit Erasme, l'adage signifie qu'il ne faut pas s'élever au-dessus de sa condition. L'auteur de l'Antimorus se serait donc pris pour le poète qu'il n'est pas. Mais, une fois encore, More est de mauvaise foi, car si le vers, si l'endécasyllabe de 13 syllabes figure dans quelques copies de l'Antimorus, il a ensuite été corrigé pour en revenir à un plus naturel 11 syllabes. Quoi qu'il en soit, More avait l'intention de publier, en plus de ses épigrammes, une réponse à l'Antimorus, et il préparait une epistola ad Germanum Brixium, dont on peut penser qu'elle allait être sanglante, mais c'est l'époque à laquelle Erasme est intervenu et a dit à ces deux hommes qui étaient ses amis que peut-être ça suffisait et qu'on allait en rester là. Et donc, More a renoncé à publier son épistola. Mais il faut avouer que, comme le dit Guy Lavoie dans un article de 2017, on a là un bel exemple de ces disputes puériles auxquelles se sont parfois livrés les humanistes. Je vous remercie de votre attention.